Épouser un plombier? Quelle honte, cracha ma mère au téléphone. Mon père n'a même pas parlé, il a juste raccroché. Et ma sœur, elle a ri. Qui se ferait prendre mort à ce mariage? Ils n'ont pas seulement désapprouvé, ils ont boycotté mon mariage. Pas d'appel, pas de message, pas une seule chaise réservée pour eux. Ils ont dit que j'étais une honte pour la famille, que j'avais ruiné notre réputation. Alors j'ai remonté l'allée seul. Pas de père fier pour me conduire à l'hôtel, pas de mère essuyant des larmes de joie, juste le silence là où l'amour aurait dû être. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas, l'homme qu'ils appelaient un plombier, il n'était pas qu'un plombier. Il était un ancien ingénieur du MIT, un génie des systèmes qui avait abandonné la richesse de l'entreprise pour construire quelque chose selon ses propres conditions. Et quelques semaines seulement après notre mariage, son nom et notre mariage ont été diffusés à la télévision nationale. 110 appels manqués, tous venant des personnes qui ont dit que je ne valais pas leur temps. Maintenant, il mendiait le mien. Si vous avez déjà été sous-estimé, humilié pour la personne que vous aimez, ou mis de côté par les personnes même qui devraient le plus vous soutenir, restez avec moi, car à la fin de cette histoire, vous verrez comment un choix, une personne et une vérité puissante peuvent transformer la honte en fierté et le silence en panique. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est une histoire de vengeance. Le genre de vengeance qui n'élève pas la voix, mais s'élève au-dessus. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Grace Turner avait 32 ans, conseillère financière principale dans une entreprise de taille moyenne respectée à Boston. Elle vivait dans un appartement modeste mais élégant à Cambridge, entièrement payé grâce à son propre travail acharné. Grace s'était toujours comportée avec une dignité tranquille, préférant les livres au bavardage et la substance à l'apparence. Élevée dans l'une des familles les plus en vue du Connecticut, elle avait depuis longtemps appris que ses valeurs ne correspondaient pas à celles qu'on lui avait appris à vénérer. Ses parents, William et Margaret Turner, étaient des figures sociales profondément ancrées dans les rituels de l'apparence de la classe supérieure, où les plaques nominatives sur les murs des œuvres caritatives comptaient plus que la chaleur à table. Sa jeune sœur, Chloé, était l'étoile brillante de la famille, toujours le centre d'attention, d'un charme naturel et apparemment né pour arpenter les tapis rouges et les galas des country clubs. Grace, en revanche, avait toujours été responsable d'une manière qui était louée mais jamais célébrée. Alors qu'elle composait le numéro du domaine de ses parents, ses mains tremblaient, non pas d'incertitude, mais de quelque chose de plus profond, de plus ancien, une vie à essayer de prouver qu'elle était digne n'avait toujours pas ébranlé la lourdeur qui la suivait à l'âge adulte. Cet appel n'était pas une supplique, elle ne mendiait pas. C'était une invitation, un acte de grâce, de décence. Elle avait décidé de leur offrir une dernière chance. Le téléphone a sonné 3 fois avant que Margaret ne décroche. Sa voix était calme, coupante et indubitablement froide. « Grace », dit sa mère, comme si elle répondait à un appel d'une connaissance lointaine. « Salut, maman », commença Grace prudemment. « Je voulais juste appeler, eh bien, je voulais vous faire savoir que le mariage est samedi prochain. Je voulais que toi et papa sachiez que vous êtes invités. Cela signifierait beaucoup si vous veniez. » Il y eut une pause, mais pas le genre qui vient de la surprise ou de l'émotion. C'était le genre de pause qui venait du calcul. Margaret inspira lentement. « Samedi prochain », répéta-t-elle, comme si la date était en quelque sorte offensante. « Oui », dit Grace plus fermement, à Riverside Gardens. « Ce sera une petite cérémonie, juste quelques amis et, eh bien, espérons-le, de la famille. » C'est alors que le ton changea. La voix de Margaret devint plus tranchante. « Tu vas vraiment faire ça ? » Avec lui, demanda-t-elle, le mot lui portant un dédain qui serra l'estomac de Grace. Grace resta calme. « Oui, avec Daniel. » Un ricanement, ce son indubitable de jugement déguisé en surprise. « Grace, épouser un plombier. Honnêtement, qu'est-ce que tu attends de nous ? Sourire et faire semblant de ne pas traîner le nom des Turner dans la boue ? Je veux dire, vraiment, quelle honte !» Grace ferma les yeux, se stabilisant. « Daniel est un homme bon. Il est gentil, intelligent et il me traite avec respect. Je suis sûr qu'il répare magnifiquement les tuyaux, rétorqua Margaret, mais nous n'allons pas nous pavaner dans un mariage dans un jardin en faisant semblant que ce n'est pas un désastre complet. » Grace ne répondit pas à l'insulte, elle s'y attendait, n'est-ce pas ? À ce moment-là, une autre voix se fit entendre en arrière-plan. Chloé riant, « Oh mon Dieu », dit Chloé, assez fort pour être entendue à travers la ligne. Qui se ferait prendre mort à ce mariage ? Sérieusement.
Le cœur de Grace se serra, non pas parce que ça faisait mal d'une nouvelle manière, mais parce que ça faisait mal de la même vieille manière, comme ça avait toujours été, le rejet déguisé en tradition familiale. Elle prit une inspiration. D'accord, dit-elle doucement, je comprends. Je voulais juste vous donner la chance. Avant qu'elle ne puisse finir, elle entendit la voix de son père au loin. Qui est-ce? Ta fille, dit Margaret froidement, nous invitant à son mariage de plombier. Il n'y eut aucune réponse de sa part, aucune défense, aucune question, juste le silence. Grace raccrocha. Elle ne pleura pas immédiatement, elle resta juste assise immobile, le poids de l'appel se déposant dans sa poitrine comme une pierre familière. C'était une chose de soupçonner que vous ne comptiez pas pour les personnes qui vous ont élevé, c'en était une autre de les entendre le confirmer sans hésitation. Ce soir-là, alors qu'elle finalisait les derniers détails de la liste des invités du mariage avec sa meilleure amie, Lena, elle supprima tranquillement 3 noms, Margaret Turner, William Turner, Chloé Turner. Elle fixa les lignes vierges où leurs noms étaient autrefois. Elle ne les a pas supprimés par colère, elle les a simplement laissés partir. Le jour du mariage arriva avec une douce lumière dorée filtrant à travers les arbres. Le jardin était en pleine floraison, des chaises pliantes blanches bordaient chaque côté d'une allée délicate drapée de fleurs sauvages. Les invités chuchotaient avec anticipation, un doux murmure de chaleur et d'amour. 3 chaises au premier rang restaient vides. Grace se tenait derrière la porte du pavillon, vêtue d'une simple robe ivoire, ses cheveux épinglés avec des perles. Elle pouvait entendre la musique commencer, la douce houle des cordes qui lui avait toujours fait imaginer un jour différent, une famille différente, mais aujourd'hui était réelle, aujourd'hui était le sien. Et alors que les portes s'ouvraient et que tous les regards se tournaient vers elle, Grace descendit l'allée seule. Pas de père à son bras, pas de mère attendant avec un sourire larmoyant, pas de sœur chipotant à la traîne de sa robe, juste elle, entrant dans sa nouvelle vie avec la force qu'elle avait construite à partir de chaque instant où ils ont essayé de la démolir. Et elle souriait toujours parce qu'il ne s'agissait plus de ce qu'il pensait d'elle, il s'agissait de ce qu'elle avait finalement appris à penser d'elle-même. Grace Turner avait toujours compris ce que signifiait être une Turner. À 30 ans, elle avait passé sa vie à regarder son nom de famille ouvrir des portes à tout le monde sauf à elle-même. Pour le monde extérieur, les Turner étaient plus qu'une famille, ils étaient une institution. Leur domaine, niché dans les collines verdoyantes de Greenwich, dans le Connecticut, était aussi poli et impénétrable que leur réputation. Grace était la fille aînée de William et Margaret Turner, piliers de la haute société. William, avec ses cheveux argentés et ses costumes parfaitement taillés, était le chef de Turner Property, un empire immobilier s'étendant du Connecticut à Manhattan. Margaret, toujours calme avec des perles et des chemisiers en soie repassés, présidait l'une des fondations philanthropiques les plus prestigieuses de la Nouvelle-Angleterre. Les magazines présentaient ces galas de bienfaisance annuels, tandis que William était cité dans Forbes et le Wall Street Journal sur les tendances du développement urbain. Lors des offices du dimanche, il s'asseyait toujours au premier banc, chuchotant des bonjours au maire et au président des banques. Dès que Grace a pu marcher avec des chaussures en cuir verni, son rôle était clair, maintenir l'image des Turner. Il n'y avait pas de place pour les rires bruyants, les questions désordonnées ou l'honnêteté émotionnelle. La présentation passait en premier. L'expression préférée de sa mère? Nous ne lavons pas notre linge sale en public, ma chère, nous le repassons. C'était à la fois un avertissement et un mode de vie. Et puis il y avait Chloé, 2 ans plus jeune que Grace. Chloé était tout ce que Margaret et William célébraient, des yeux brillants, du charisme et une élégance naturelle. Chloé comprenait instinctivement le monde des apparences. Elle tourbillonnait avec aisance dans les collectes de fonds de salles de bal et les brunchs de luxe. À 16 ans, elle a reçu une toute nouvelle décapotable parce qu'elle était devenue chef de claque. Grace, en revanche, avait reçu un chèque de $50 et un rappel d'être pratique. Chloé a besoin d'être vue, tu aimes les livres, avait dit sa mère avec un sourire trop doux pour être contestée. Grace avait toujours été studieuse, calme et observatrice. Elle n'était pas la fille qui rentrait dans des robes de créateur ou brillait sous les lustres. Elle préférait les bibliothèques au déjeuner, les conférences au gala. Ses réalisations, major de promotion à Saint-Margaret-S, bourse complète à Columbia, promotion rapide dans une entreprise de gestion de patrimoine privé, ont été accueillies par des hochements de tête polis, pas par une célébration. Ses parents assistaient rarement à ces événements, invoquant des conflits d'horaires ou des apparitions plus stratégiques. Les dîners de famille étaient les pires, des affaires formelles avec des arrangements de sièges rigides et des verres en cristal. Ils ressemblaient à quelque chose tiré d'un magazine de style de vie,
mais derrière la porcelaine de Chine et les couverts scintillants se trouvait un air épais de jugement tacite. Margaret corrigeait doucement la posture de Grace, tandis que Chloé racontait une histoire sur un stage de mode à Paris. William pouvait interroger Grace sur le travail, seulement pour l'interrompre avec une anecdote sur son propre dernier gain d'investissement. Les mots étaient toujours doux, mais le message coupait comme de la glace, « Tu n'as pas ta place dans ce monde que nous avons construit ». Pourtant, pendant de nombreuses années, Grace a essayé. Elle achetait des robes aux couleurs douces et mémorisait les noms des associés de son père. Elle se tenait silencieusement à côté de sa mère lors des collectes de fonds, souriant à travers la douleur dans ses joues. Elle a appris à plier son ambition en une efficacité tranquille, espérant qu'un jour il le remarquerait, espérant qu'un jour elle serait suffisante. Mais les compliments ne sont jamais venus, pas quand elle a obtenu son diplôme avec mention, pas quand elle a remboursé ses prêts étudiants, pas quand elle a acheté son premier condo sans demander un centime. Grace est si responsable, disait Margaret à ses amis, du même ton que les gens utilisaient pour décrire une femme de ménage fiable. C'est alors que Grace a commencé à changer. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais quelque temps après 27 ans, après un autre Noël à regarder Chloé recevoir des boucles d'oreilles en diamant alors qu'elle déballait un agenda, quelque chose en elle s'est fissuré doucement. Le désir d'être choisie, d'être vue, a commencé à s'estomper. Elle a commencé à sécher les dîners de famille, elle a cessé de justifier ses choix, elle a laissé pousser ses cheveux longs, s'est habillée comme elle le voulait et a rempli sa maison de choses qui la rendaient heureuse, pas de choses qui rendaient ses parents fiers. Au moment où elle a rencontré Alex, l'homme que sa famille allait bientôt appeler le plombier, elle avait déjà commencé à construire une vie séparée de la leur. C'était calme, pas raffiné, mais profondément le sien. Et pourtant, debout à l'hôtel avec des chaises vides où sa famille aurait dû être, la piqûre est revenue. Leur absence n'était pas seulement un rejet, c'était la confirmation de ce que Grace avait toujours soupçonné, dans la famille Turner, l'amour n'était pas inconditionnel, il était gagné, et elle ne l'avait jamais gagné. Mais il se trompait sur une chose, ce mariage, petit et simple, deviendrait le début d'une histoire que personne n'aurait pu prédire, et bientôt tout le pays le saurait. Grace Turner avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à construire soigneusement un monde tranquille et indépendant, loin des couloirs froids du manoir de ses parents. Elle vivait dans un appartement modeste à West Hartford, meublé non pas avec des canapés de créateurs ou de la porcelaine de Chine ancienne, mais avec des étagères de livres, des œuvres d'art d'occasion et les doux craquements d'une vie gagnée, pas offerte. Son emploi dans une entreprise de comptabilité de niveau intermédiaire n'était pas glamour, mais elle était respectée, stable et totalement autonome. Pour quelqu'un qui avait grandi avec du personnel attendant le moindre caprice, cette autonomie était sa plus grande fierté. Un matin d'avril inhabituellement froid, le calme de son appartement a été brisé par un gargouillis, puis un sifflement aigu provenant de derrière le mur de la salle de bain. Au moment où elle a atteint la porte, l'eau avait commencé à s'accumuler sur les carreaux et à s'infiltrer vers le tapis de sa chambre. Elle a cherché des serviettes, puis son téléphone. Le service de plomberie d'urgence a promis quelqu'un dans l'heure. 47 minutes plus tard, on a frappé à la porte. Elle a ouvert la porte et a trouvé un homme en bottes de travail usées, en jean et en chemise marine avec un écusson délavé et Reed Plumbing and Heating cousu sur son cœur. Il était grand avec des cheveux blonds foncés qui bouclaient légèrement aux extrémités, et ses mains, larges et calleuses, tenaient une lourde boîte à outils comme si elle ne pesait rien. « Daniel Reed, dit-il avec un signe de tête, les yeux chaleureux, vous avez une sacrée fuite, hein ?» Grace a offert un sourire poli, s'écartant. « La salle de bain est par là. » Ça gicle comme une fontaine. « Ne vous inquiétez pas, dit Daniel, remontant déjà ses manches, nous allons arrêter la situation des chutes du Niagara avant qu'elles n'atteignent la chambre. » Il se déplaçait avec une confiance tranquille, fermant les vannes, évaluant les dégâts, essuyant ses mains entre les ajustements. Grace se surprit à regarder, non seulement avec gratitude, mais avec une étrange curiosité. Il n'était pas agité, ne grognait pas et ne jurait pas à voix basse. Il sifflait légèrement pendant qu'il travaillait. Il y avait un calme chez lui qui ne correspondait pas aux stéréotypes auxquels elle s'attendait. Quand il a fini, il s'est levé, essuyant la poussière de ses jeans. « Vous êtes tranquille pour l'instant, mais les tuyaux de ce bâtiment sont plus vieux que votre thermostat. Je ferai inspecter le tout si j'étais vous. » Elle gloussa. « Vous faites en sorte que ça ait l'air si urgent. » Il sourit. Les urgences de plomberie ne confirment pas leur présence, elles se présentent tout simplement. Il y eut une pause, puis Grace demanda, presque sans réfléchir, « Voulez-vous un café ?» Daniel cligna des yeux, légèrement surpris, puis hocha la tête. « Si ce n'est pas trop demandé. »
Ils s'assirent à sa petite table de cuisine, la vapeur s'élevant entre des tasses ébréchées. Elle apprit qu'il vivait juste de l'autre côté de la ville, qu'il avait repris l'entreprise de son défunt père et qu'il aimait travailler de ses mains. Il parlait de plomberie avec une perspicacité surprenante, la comparant à un système de confiance, tout se déroule bien quand chaque connexion est honnête. Ces mots restèrent avec elle longtemps après son départ. Le lendemain, un message de remerciement s'est transformé en une conversation sur les livres. Daniel a mentionné qu'il relisait Zen et l'art de l'entretien des motos. Grace a renvoyé une citation du livre. Il a répondu par une autre, et juste comme ça, quelque chose de tacite a changé entre eux. Leur premier rendez-vous était une promenade tranquille dans Elizabeth Park. Daniel portait les mêmes bottes de travail et lui a apporté un petit bouquet de fleurs sauvages qu'il avait cueillies en chemin. Ils ont erré entre les jardins et ont parlé de leurs livres préférés, de leur enfance, des personnes qu'ils étaient autrefois. Ce qui a frappé Grace, ce n'était pas seulement son intelligence, c'était sa présence. Daniel ne jouait pas la comédie, n'impressionnait pas pour le plaisir, il écoutait vraiment. Quand ils ont passé un banc près de la roseraie, il lui a demandé de s'asseoir, a sorti un petit échiquier de poche de son sac et l'a défié à une partie. Ils ont eu des rendez-vous qui ne valaient pas la peine d'être partagés sur Instagram, mais qui semblaient réels, des marchés de producteurs, des librairies d'occasion, des plats à emporter mangés sur des bancs de parc, des petits déjeuners du dimanche préparés ensemble en silence et avec des sourires. Grace, pour la première fois depuis des années, se sentait vue, pas évaluée. Mais elle a gardé une chose cachée, son nom de famille. Il la connaissait sous le nom de Grace Matthews, une décision qu'elle a prise la première fois qu'elle a vu comment ses épaules se tendaient à la mention des enfants riches en Range Rover qui regardaient de haut les commerçants. Elle n'avait pas honte de lui, bien au contraire, mais elle craignait ce qu'il penserait de son passé, du nom des Turner. Pourtant, cela ne l'a pas empêchée de tomber amoureuse, et cela ne l'a pas empêchée de se présenter tous les matins avec du café, de réparer son étagère quand elle penchait, ou de s'enquérir de sa journée comme si c'était plus important que tout le reste. Et ainsi, dans la douce lueur des jours ordinaires, la fille dont la famille mesurait l'amour en capital social est tombée amoureuse d'un homme qui le mesurait en efforts, en soins et en petites actions constantes. Ce que Grace ne savait pas, ce que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer, c'est à quel point le monde deviendrait plus bruyant lorsque ces deux vies finiraient par se heurter. 3 mois après le début de leur relation, Grace savait qu'il était temps. Elle l'avait retardé assez longtemps. Il était temps pour Daniel de rencontrer sa famille. Il n'a pas fait pression sur elle, n'a jamais demandé pourquoi il n'avait pas encore été présenté aux parents, mais Grace a vu la façon dont ses yeux s'attardaient quand il remarquait des photos encadrées chez elle, des galas en smoking, des dîners de vacances dans de grandes pièces avec des lustres plaqués or. Il savait qu'elle venait d'un monde différent, ce qu'il ne savait pas, c'est à quel point ce monde avait peu fait de place pour elle, ou pour quelqu'un comme lui. Quand elle a finalement dit à sa mère qu'elle amènerait un invité au dîner du dimanche, la voix de Margaret était agréable mais tranchante. « Oh, et qui est cet homme mystère ? » ?»« Un ami, quelqu'un que je fréquente. »« Je vois. »« Et que fait cet ami dans la vie ? » ?»« Il possède une petite entreprise, dit Grace, choisissant ses mots avec soin, des services de plomberie. Il y eut un silence, puis une réponse coupante. « Charmant. Nous vous verrons tous les deux à 6 heures. » Le domaine de la famille Turner à Old Greenwich était exactement comme Grace s'en souvenait, impeccable, symétrique, fier. Daniel portait son meilleur blazer, une chemise repassée et des chaussures cirées. Pourtant, Grace pouvait sentir son hésitation alors qu'ils approchaient de l'imposante porte d'entrée. Elle serra sa main. « Quoi qu'il arrive là-dedans, tu n'es pas seul. » Margaret les a accueillis avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous devez être Daniel, dit-elle, offrant sa main comme si elle présentait une serviette. Son regard s'attarda sur les callosités en forme de boîte à outils sur ses doigts. Nous n'avons pas souvent des invités issus de professions manuelles. Daniel sourit poliment. Ravi de vous rencontrer, Madame Turner. William se tenait à quelques pas en arrière, les bras croisés. Fut tout ce qu'il dit en réponse avant de se tourner vers la salle à manger. Chloé est arrivée peu après, son parfum arrivant avant elle. Eh bien, Gracie s'est trouvé un homme, dit-elle avec un sourire narquois, les yeux balayant Daniel comme s'il était une curiosité dans une vitrine. Alors, Daniel, que faites-vous ? Il répondit calmement, je dirige une entreprise de plomberie et de CVC. Nous sommes spécialisés dans les systèmes résidentiels, les améliorations de l'efficacité énergétique. Chloé l'interrompit avec un rire. Waouh,
Je parie que c'est amusant quand les gens bouchent leurs éviers avec des spaghettis. Je peux à peine changer une ampoule, se tourna-t-elle vers Grace, tu as toujours aimé réparer les choses cassées. La table était magnifiquement dressée avec de la vaisselle en porcelaine, des verres en cristal et 5 plats que personne n'appréciait vraiment. La conversation tournait autour de Daniel comme s'il n'était pas là. William parlait des indices boursiers, Margaret d'un brunch de charité qu'elle avait organisé avec 2 sénateurs, Chloé se vantait de son nouveau petit ami, Parker, un consultant financier à Wall Street. Il vient de conclure un accord avec une start-up évaluée à 60 millions de dollars, dit-elle en jetant un regard significatif à Daniel. Il m'emmène à Napa le week-end prochain. À un moment donné, Margaret se tourna vers Daniel avec un sourire répété. Alors, Daniel, en faisant ce genre de travail, avez-vous des allocations de retraite, ou continuez-vous simplement jusqu'à ce que vos genoux vous lâchent? Grace se figea. Daniel fit une pause, posant sa fourchette. Eh bien, j'investis par le biais de mon CEPIRA, et j'ai structuré l'entreprise pour qu'elle fonctionne sans moi à terme. Je crois à la planification à long terme. Margaret cligna des yeux. Comme c'est pragmatique de votre part. William ne dit rien de toute la soirée, pas un mot, pas un regard, juste le silence. Au dessert, la gorge de Grace se sentait serrée. Elle regarda la famille autour d'elle rire et boire du vin comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas systématiquement diminué l'homme qu'elle aimait. Daniel n'éleva jamais la voix, ne laissa jamais les pics atteindre leur cible. Il répondit poliment, lui tint la main sous la table et lui sourit entre les plats comme s'ils étaient complices d'une blague privée. Quand ils sont finalement sortis dans l'air nocturne, Grace a senti une brûlure monter dans sa poitrine. « Je suis désolée, murmura-t-elle, ils étaient horribles. » Daniel s'arrêta à côté de la voiture et se tourna vers elle, sa voix douce mais ferme. « Grace, je ne m'attendais à rien de différent. Ils n'ont pas à me comprendre, ils n'ont pas à m'aimer, mais ce n'est pas juste. Ils n'ont pas à croire en ce que je fais, continua-t-il, parce que toi oui, et c'est suffisant pour moi. » Elle le fixa, les yeux se remplissant. « Tu es sûr? » Il hocha la tête. « Absolument. Laissez-les regarder de haut, ils ne savent pas ce qu'il manque. » Alors qu'il s'éloignait du domaine des Turner, Grace regarda l'homme à côté d'elle, gentil, ancré, inébranlable. Elle pensa à toutes les personnes que sa famille avait célébrées au fil des ans, des hommes superficiels avec des costumes coûteux et des valeurs vides, et réalisa avec une clarté saisissante que Daniel était plus riche que n'importe lequel d'entre eux, et qu'un jour le monde le verrait aussi. Les feuilles commençaient tout juste à prendre cette douce couleur ambre dorée lorsque Daniel conduisit Grace le long d'un sentier boisé tranquille derrière le vieux parc d'État d'East Hartford. Le soleil de l'après-midi traversait les arbres, projetant une lumière chaude sur la terre, et les feuilles craquantes étouffaient leurs pas. Grace avait toujours trouvé du réconfort dans la nature, son calme, sa patience, son absence de jugement, et c'est peut-être pourquoi Daniel a choisi cet endroit, ce moment. Il s'arrêta près d'une petite clairière où quelqu'un avait placé un banc en bois patiné il y a des années, à moitié revendiqué par les racines d'un arbre voisin. Daniel se tourna vers elle avec un sourire nerveux. Il n'y avait pas de foule, pas de photographes cachés dans les buissons, pas de flash ou de spectacle, juste eux, la brise et une seule petite boîte en velours dans sa main. Grace Turner, commença-t-il, sa voix douce mais ferme, tu vois les gens, pas seulement leur travail, leur argent, leur nom de famille. Tu les vois, et tu m'as vu. Veux-tu m'épouser? Le cœur de Grace, déjà plein, déborda. Elle n'avait pas besoin de diamants ou de déclarations. L'homme agenouillé devant elle, avec ses mains calleuses et son cœur doux, était tout ce dont elle n'avait jamais su avoir besoin. Oui, murmura-t-elle, le relevant pour l'embrasser, 1000 fois oui. La bague n'était pas ornée, elle était modeste, avec une minuscule pierre d'opale, mais elle scintillait au soleil comme un secret rien qu'entre eux. Ce soir-là, portant toujours le même sourire qu'elle avait eu dans les bois, Grace était assise sur le canapé de son petit appartement, le téléphone serré contre son oreille. Elle appelait pour le dire à ses parents, non pas pour leur approbation, elle avait depuis longtemps cessé de l'attendre, mais parce qu'ils étaient toujours ses parents, et qu'une partie d'elle, qu'elle soit sotte ou courageuse, pensait peut-être qu'il la surprendrait. Margaret répondit à la 3e sonnerie. « Mère, je t'appelle pour te dire que Daniel m'a demandé en mariage. Nous sommes fiancés. » Il y eut une pause, puis une expiration sèche à l'autre bout du fil. « Eh bien, dit Margaret, sa voix coupante et froide, je suppose que les félicitations s'imposent. Bonne chance à toi et à ton plombier, mais ne vous attendez pas à ce que nous fassions partie de ce cirque. Nous n'y assisterons pas. »
Grace se mordit la lèvre fort, la piqûre familière montant. Ce n'est pas un cirque. C'est mon mariage. J'espère juste que tu réalises ce que tu fais, continua Margaret. Les gens vont parler. C'est déjà assez difficile d'expliquer tes choix. Maintenant, ça. Je me fiche de ce que les gens pensent, dit Grace, essayant de stabiliser sa voix. Eh bien, nous, Sid rétorqua sa mère. Puis vint le clic de la fin de l'appel. Grace resta assise dans un silence stupéfait, le téléphone toujours pressé contre son oreille. Elle essaya ensuite le numéro de son père. Il sonna et sonna, pas de réponse, pas de messagerie vocale. Il ne lui accorderait même pas ça. Quelques instants plus tard, une notification vibra sur son écran. La discussion de groupe familial s'illumina, un message de Chloé. C'était un simple emoji, un visage riant. Grace le fixa, pas de mots, pas de félicitations, aucune tentative de sororité, juste de la moquerie habillée de pixels. Les larmes vinrent, mais pas comme avant. Ce n'étaient pas des larmes de doute de soi, c'étaient des larmes de confirmation. Les murs qui craquaient depuis longtemps s'étaient enfin effondrés. Il ne venait pas au mariage, pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il ne voulait pas, parce qu'elle avait choisi l'amour plutôt que l'héritage. Et ainsi, pour la première fois de sa vie, Grace prit une décision sans se retourner. Elle supprima la discussion de groupe. Puis elle sortit un bloc-notes et commença à écrire des noms, non pas des personnes qu'elle avait perdues, mais des personnes qu'elle avait encore, des amis qui appelaient juste pour prendre des nouvelles, son collègue qui se souvenait toujours de son anniversaire, la mère de Daniel qui lui envoyait de la soupe quand elle avait la grippe. Une nouvelle liste d'invités était née, pas Margaret, pas William, pas Chloé. Elle et Daniel se marieraient selon leurs propres termes, entourés d'amour, pas de lignée. Les Turner ne seraient pas invités, et pour la première fois, cela ne ressemblait pas à une tragédie, cela ressemblait à la paix. Le matin du mariage de Grace Turner commença tranquillement, avec une légère brume accrochée aux arbres, dans un calme qui semblait à la fois paisible et vide. Elle était assise près de la fenêtre d'un modeste cottage de location près du lieu du mariage, regardant les feuilles d'automne trembler dans la brise. Sa robe de mariée était suspendue à proximité, simple mousseline ivoire, pas de broderie, pas de paillettes, juste un tissu doux et fluide et de la dentelle le long des bords, choisi non pas pour le spectacle, mais pour la sincérité. Il n'y avait pas de styliste qui s'affairait autour d'elle, pas de déferlement de verres de champagne ou de rires familiaux. Il n'y avait que Grace seule avec ses pensées. Lena, sa meilleure amie depuis l'université, arriva avec une chaude étreinte et un sac de bagel. Elle avait insisté pour rester aux côtés de Grace depuis la demande en mariage, lui offrant son soutien sans condition ni question. Nerveuse, demanda-t-elle doucement, tendant une tasse de thé à Grace. Grace esquissa un sourire doux. Pas à l'idée de l'épouser, juste à tout le reste. Elles installèrent elles-mêmes les modestes décorations, avec des fleurs sauvages d'une ferme locale et des guirlandes lumineuses enroulées soigneusement autour de la pergola. Il n'y avait pas de fleuriste, pas d'organisateur, juste elles deux et quelques amis qui étaient arrivés tôt pour aider à mettre les chaises en place. Une rangée de sièges était réservée à l'avant, chacun portant une pancarte blanche, mère de la mariée, père de la mariée, sœur, tous laissés vides. Grace ne pleura pas. Elle avait versé toutes ses larmes il y a des mois, après que sa famille ait désavoué ses fiançailles et les rejeté comme une gêne. Aujourd'hui n'était pas pour eux, c'était pour elle et Daniel. Daniel attendait sous la pergola dans un costume bleu marine et une cravate argentée, les mains jointes devant lui. Il avait l'air calme, voire joyeux, comme si aucun vide ne pouvait l'atteindre aujourd'hui. Grace jeta un coup d'œil de derrière le rideau d'arbres, prenant une profonde inspiration. Puis vint le bruit de pas précipités derrière elle. Grace ? Elle se retourna, surprise. Un homme se tenait là dans un costume anthracite, légèrement froissé par le voyage. Ses cheveux gris étaient ébouriffés par le vent, et ses yeux, doux mais incertains, cherchèrent son visage. « Oncle Robert » murmura-t-elle, incertaine si elle le croyait. « Je sais que je n'ai pas été invité, dit-il, reprenant son souffle, mais quand ton père m'a dit qu'il ne venait pas, je ne pouvais pas te laisser descendre l'allée seule. » Grace se figea. Elle n'avait pas vu le frère cadet de son père depuis des années. Il avait toujours été le plus étrange de la famille, pas raffiné, pas intéressé par les clubs de golf ou les galas de charité, mais il lui avait une fois appris à faire du vélo quand elle avait 6 ans, tenant le siège pendant qu'elle vacillait le long de leur longue allée, l'encourageant quand son père avait simplement haussé les épaules. « Tu as fait tout ce chemin ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « J'ai pris le premier train que j'ai pu, dit-il. Si cette offre tient toujours,
je serais honoré de te conduire à l'hôtel. Les larmes lui montèrent aux yeux, et pour la première fois ce jour-là, elle ne coulait pas de tristesse. Elle hocha la tête. J'adorerais ça. Alors que la musique commença, juste un doux violon d'un ami de Lena, Grace prit le bras de son oncle. Au moment où elle entra dans l'allée, les invités dispersés se levèrent, se tournant pour la voir. Certains étaient des amis, d'autres des collègues, des voisins, même quelques clients de Daniel, des personnes qui avaient choisi d'être là, non par obligation, mais par attention. Chaque pas vers Daniel se sentait plus léger que le précédent. Le visage de Daniel s'illumina quand il la vit, non pas par admiration pour la robe ou le moment, mais pour elle. Elle le vit dans ses yeux, de l'admiration, de la gratitude, de l'amour, le genre de regard qu'elle n'avait jamais vu de ses propres parents. Quand elle l'atteignit, oncle Robert plaça doucement sa main dans celle de Daniel. « Prends bien soin d'elle, dit-il doucement. Daniel acquiesça. De tout mon être. La cérémonie commença sous la canopée bruissante des arbres. L'officiant, un professeur d'école à la retraite qui connaissait Grace depuis son enfance, parla chaleureusement d'engagement et de résilience. Puis vinrent les vœux. Daniel prit ses mains et la regarda dans les yeux. Sa voix était stable, bien que ses mains tremblaient légèrement. Je promets de t'aimer, non seulement pour qui tu es aujourd'hui, mais pour chaque version de toi qui grandira dans les années à venir. Je promets de soutenir tes rêves, de parler doucement même quand je suis en colère, et de ne jamais laisser passer un seul jour sans te rappeler que tu es suffisante. Le souffle de Grace se coinça dans sa gorge. Elle réussit à rendre ses vœux avec une honnêteté égale, pas de lignes répétées, juste la vérité de ce qu'ils avaient construit ensemble. Lorsque l'officiant les prononça mari et femme, il y eut des acclamations, petites mais réelles. Ils s'embrassèrent sous le ciel, commençant tout juste à devenir dorés avec le soleil de l'après-midi. Plus tard, alors qu'ils posaient pour une photo avec leurs amis les plus proches rassemblés autour d'eux et des fleurs sauvages dans leurs mains, Grace se pencha sur l'épaule de Daniel. Un photographe saisit l'instant juste au moment où Daniel se pencha et lui murmura à l'oreille « J'ai un plan pour la suite ». Elle se tourna pour le regarder, perplexe. Il sourit, une lueur dans les yeux. Une surprise, mais tu aimeras ça. Elle rit doucement. Est-ce un mariage ou un roman policier? Les deux, dit-il. Et à ce moment-là, avec sa main dans la sienne et aucune trace de sa famille en vue, Grace réalisa quelque chose de profond. Vous n'avez pas besoin d'une église pleine ou d'un nom de famille célèbre pour commencer un vrai mariage, vous avez juste besoin de la vérité et de quelqu'un qui se tient à vos côtés sans vaciller. Et elle avait les deux. Grace avait toujours respecté l'humilité tranquille de Daniel. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle était tombée amoureuse de lui en premier lieu. Il ne se vantait jamais, n'essayait jamais de faire ses preuves auprès de qui que ce soit. Alors, quand elle est tombée sur le tiroir dans leur petit bureau un samedi après-midi pluvieux, elle ne s'attendait pas à des secrets, et certainement pas à ceux qui ébranleraient les fondations de tout ce qu'elle pensait savoir. Elle rangeait, à la recherche d'un cordon de charge de rechange. Daniel était sorti faire des courses, et Grace ouvrit le tiroir du bas de son vieux bureau en bois, celui qu'il gardait toujours soigneusement fermé mais jamais verrouillé. À l'intérieur se trouvait un dossier en cuir, épais et usé. Elle hésita, puis le fit glisser pour l'ouvrir. Sur le dessus se trouvait un diplôme, Massachusetts Institute of Technology, Bachelor of Science en ingénierie mécanique et électrique, Daniel Everide. Son cœur fit un bond. En dessous se trouvaient plusieurs documents soigneusement étiquetés, approbation de l'Office américain des brevets, schéma d'un système étiqueté hydrogrid avec des annotations techniques denses qu'elle ne pouvait pas entièrement suivre, plusieurs pages de correspondance par courriel avec des personnes de sociétés comme Summit Ridge Venture et Altwell Capital, des noms qu'elle avait entendus sur Bloomberg Investor. Grace s'assit, abasourdie. Daniel, un ingénieur du MIT, un homme avec des brevets actifs parlant à des sociétés de capital risque. Il s'était toujours présenté simplement, je dirige l'entreprise de plomberie de mon père. C'était tout, pas de bravade, pas de clarification, juste un sourire et des manches retroussées. Elle l'avait cru, lui avait fait confiance, l'avait aimé, mais pourquoi ne le lui avait-il pas dit? Quand Daniel rentra chez lui plus tard, des provisions dans une main, de la pluie sur sa veste, il remarqua instantanément qu'elle était assise à la table de la cuisine avec les documents étalés devant elle. Son visage se figea. « Je suppose que je te dois une explication, dit-il doucement, posant les sacs. » Grace hocha la tête, trop ébranlée pour parler. Il s'assit en face d'elle, les mains jointes, les yeux doux. « Je suis allé au MIT.
J'ai passé 6 ans à travailler comme ingénieur principal pour un entrepreneur de la défense en dehors de DC, projet de haute sécurité, longues heures, longues ombres. J'étais bon dans ce domaine, mais je détestais la politique, la pression, le sentiment que je ne faisais que déplacer des pièces dans le jeu de quelqu'un d'autre. Il fit une pause, étudiant sa réaction. Quand mon père a eu une crise cardiaque, je suis rentré chez moi pour aider avec l'entreprise, prévoyais de rester 6 mois. C'était il y a 4 ans. La voix de Grace était calme. Et Hydrogride. Il sourit légèrement. Quelque chose que j'ai commencé à esquisser à DC, mais que j'ai seulement construit sérieusement une fois que je suis revenu, un système modulaire de conservation de l'eau, la technologie intelligente rencontre l'infrastructure de plomberie. Je l'ai testé dans quelques maisons, le construisant entre les appels de service. Tu n'es pas juste un plombier, murmura-t-elle, pas accusateur, mais comme pour se le confirmer à elle-même. Non, convint-il, mais je suis un plombier. Je ne pensais juste pas que cela importait. Pas au début. J'aimais que tu me vois pour qui j'étais, que tu n'aies pas besoin du curriculum vitae, des diplômes, de la start-up. Je ne voulais pas commencer par tout ça parce que, eh bien, franchement, parce que les gens font exactement ce que ta famille a fait, ils voient un titre, pas un homme. Sa gorge se serra. Alors tu n'as jamais prévu de me le dire? Il expira. J'avais prévu de le faire, oui. Je ne voulais juste pas que ça ressemble à un argumentaire de vente. Et il y avait une autre raison. Daniel fouilla dans le dossier et en sortit une version imprimée plus ancienne d'un courriel, quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu. Il le fit glisser sur la table. C'était un échange de messages de Margaret Turner, objet le jeune homme potentiel, liste de Chloé, daté d'il y a près de 2 ans, avant que Grace ne rencontre Daniel. Elle le parcourut. Sa mère avait coordonné des présentations pour Chloé, sa sœur chérie, avec de jeunes hommes acceptables de familles respectées. Quelqu'un avait fait circuler le nom de Daniel, notant son éducation, mais la réponse de Margaret était aussi tranchante que condamnable, le MIT est impressionnant, mais il dirige une entreprise de plomberie maintenant. Pas notre genre de personne. Continuons à chercher. La main de Grace trembla. Tu as failli être considéré pour Chloé. Daniel esquissa un petit sourire ironique. N'est-ce pas quelque chose? Ta mère et ta sœur savaient qui j'étais. Elles savaient que j'avais des diplômes, mais parce que je vivais en jean et que je réparais des éviers cassés, je n'étais pas assez bien. Et puis je t'ai emmené dîner, et elles ne t'ont même pas reconnu. Il hocha la tête. Exactement. Je connaissais ton nom de famille, Grace, quand on a commencé à devenir sérieux. J'ai fait le rapprochement, mais je n'ai rien dit parce que je voulais que tu me choisisses, pas la version de moi que ta famille pourrait approuver. Des larmes se sont amassées dans les coins de ses yeux. Et je l'ai fait. Il tendit la main sur la table et prit sa main doucement. C'est tout ce qui compte. Je n'ai pas choisi leur approbation. Je t'ai choisi, et si je dois le faire, je continuerai à te choisir tous les jours. Grace se pencha en avant, reposant son front contre le sien. La honte, le rejet, la solitude qu'elle avait portée à cause du rejet de sa famille, tout fondit à ce moment-là, remplacé par quelque chose de beaucoup plus puissant, la fierté, non pas des diplômes de Daniel ou de son potentiel de start-up, mais de son courage, de ses valeurs, de son refus tranquille de laisser quiconque d'autre définir sa valeur. Ils avaient essayé de le rejeter, essayé de la rejeter, mais l'amour, quand il est basé sur la vérité et le respect, a une gravité qui lui est propre. Et maintenant, elle savait qu'ils n'avaient pas seulement sous-estimé Daniel, ils l'avaient sous-estimé elle aussi, et ils étaient sur le point de voir à quel point ils avaient tort. Pendant des semaines après leur mariage discret, Grace et Daniel s'installèrent dans la vie conjugale avec une calme détermination. Ils n'avaient pas de lune de miel somptueuse, pas de cadeau de la famille, pas de toast fier du père de la mariée. Mais ce qu'ils avaient, l'un l'autre, des dîners partagés, des rires tardifs et des matins tranquilles, étaient plus réels que tout ce que Grace avait connu en grandissant dans la maison Turner. Un matin de jeudi frais, Grace se réveilla et trouva Daniel debout dans la cuisine, vêtu d'un costume bleu marine foncé qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ses bottes de travail habituelles étaient remplacées par des chaussures Oxford marron poli, et au lieu de sa chemise Wilson Plumbing brodée, il portait un badge nominatif élégant et minimal qui disait simplement « Daniel Reed, fondateur et PDG, Aquaview System ». « Tu es debout tôt » dit-elle, frottant le sommeil de ses yeux. Il sourit en lui tendant une tasse de café. « Aujourd'hui, c'est le sommet sur la durabilité urbaine, tu te souviens. » Grace cligna des yeux. « Celui de DC ?»
Daniel acquiesça. Ils ont avancé mon panel sur la scène principale, couverture nationale. Elle se redressa. Nationale, comme à la télé? Il sourit. CBS, NBC, même un spot sur la chronique de l'innovation de CNN. Apparemment, l'eau est soudainement sexy. Cet après-midi, alors que Grace était assise sur le canapé du salon en zappant entre les chaînes d'information, son cœur battait la chamade lorsque Daniel apparut à l'écran. Le titre disait « Un ingénieur du MIT devenu plombier mène maintenant l'innovation américaine en matière d'eau ». L'émission a coupé vers Daniel debout à un podium à la conférence nationale sur l'infrastructure durable. Derrière lui se trouvait une représentation numérique du système Aquaview, un réseau intelligent et élégant qui promettait de réduire la consommation d'eau résidentielle de 60% tout en préservant le débit naturel, la pression et la fonctionnalité. En grandissant, j'ai vu mon père réparer des tuyaux cassés dans des maisons qui n'avaient pas vu de réparateur depuis des décennies, dit Daniel, sa voix claire et stable. J'ai réalisé que le problème de l'eau en Amérique n'est pas seulement technique, il est humain. Aquaview ne vise pas seulement à économiser l'eau, il vise à restaurer la dignité de l'infrastructure quotidienne. Des applaudissements ont éclaté. La caméra a fait un panoramique sur des sénateurs, des cadres d'entreprise, des défenseurs de l'environnement, chacun d'eux acquiesçant avec admiration. Puis vint le point culminant du segment. La voix de l'encre s'adoucit alors qu'elle présentait une photo. Et derrière chaque grand innovateur se cache souvent une histoire d'amour tranquille. Daniel et sa femme, Grace Reed, anciennement Grace Turner, se sont mariés lors d'une petite cérémonie dans le Massachusetts l'automne dernier. Le couple a refusé un mariage traditionnel, choisissant plutôt de célébrer avec des amis proches. Leur histoire est depuis devenue virale sur les médias sociaux comme un symbole d'humilité, de simplicité et de vie axée sur les valeurs. L'écran se remplit d'une photo que Grace avait presque oublié d'exister, elle dans une robe en dentelle, sans maquillage, mais rayonnante, souriant à Daniel alors qu'il brossait doucement une feuille de ses cheveux. En arrière-plan, il y avait des bocaux maçonnes de fleurs sauvages et des guirlandes lumineuses accrochées à de vieilles poutres en chêne. Grace fixa l'écran, abasourdie. L'image resta en place pendant quelques secondes seulement, mais ces secondes changèrent tout. Quand elle finit par prendre son téléphone, il vibrait comme une ruche. L'écran de verrouillage affichait 110 appels manqués. Chacun d'eux provenait des membres de la famille Turner. Il y avait des messages vocaux, d'abord hésitants, puis frénétiques. Grace, c'est ta mère. Rappelle-moi, s'il te plaît. Nous ne réalisions pas. Puis un autre, chérie, c'est papa. Nous venons de voir les nouvelles. Je pense que nous devrions parler. Et un message de Chloé, de toutes les personnes, d'accord, peut-être que j'avais tort. Pouvons-nous nous rencontrer, s'il te plaît? Tu me manques. Grace ouvrit la discussion de groupe qu'ils avaient ignorée pendant des mois. Elle était maintenant inondée d'images de Daniel à la télévision, de captures d'écran de titrés, plus surréalistes de tout, de messages remplis d'une soudaine admiration. Le MIT, disait l'un. Le PDG, disait un autre. Le dernier message de sa mère se trouvait seul au bas du fil, nous avions tort. Laisse-nous réparer les choses, s'il te plaît. Grace posa lentement le téléphone. Daniel entra, desserrant sa cravate. Il regarda son visage, puis l'écran clignotant, et haussa un sourcil. Ils l'ont vu, demanda-t-il doucement. Elle acquiesça. Tout. Il haussa les épaules calmement. Je t'avais dit que l'éclairage à notre mariage était bon. Mais Grace ne rit pas encore, parce qu'il ne s'agissait pas seulement qu'il voie enfin son succès. Il s'agissait de ce qu'ils avaient été aveugles auparavant, l'homme qu'il était, le mari qu'il était devenu et l'amour qu'ils avaient rejeté simplement parce qu'il ne correspondait pas à leur modèle social. Elle leva son téléphone, affichant la liste d'appels. Et maintenant, lui demanda-t-elle. Daniel prit doucement le téléphone de sa main et le mit de côté. Maintenant, dit-il, prenant sa main, tu décides s'il mérite une place à la table dont ils se sont éloignés. Et Grace, pour la première fois de sa vie, réalisa le pouvoir de n'avoir rien à prouver, seulement quelque chose à protéger, son mariage, sa paix, sa vérité. Cela faisait un peu plus d'une semaine que le visage de Daniel et la photo de mariage de Grace avaient été diffusés à la télévision nationale. Depuis lors, le monde avait commencé à changer. Des investisseurs ont appelé, des entrevues ont été réservées, la boîte de réception a été inondée de demandes de renseignements. Mais un coup inattendu a été frappé un dimanche matin tranquille. Grace ouvrit la porte de son appartement et les vit debout là, Margaret,
William et Chloé, tous les trois impeccablement vêtus, comme s'ils sortaient d'un brunch de club de golf et se dirigeaient directement vers son paillasson. William tenait un panier de vin et de fromage importés. Margaret serrait une boîte enveloppée de soie. Chloé n'avait rien d'autre que son téléphone, déjà en train d'enregistrer dans son esprit. Grace, chérie, roucoula Margaret, s'avançant avec un sourire exagéré, nous avions l'intention de rendre visite. Il s'est passé tellement de choses. Nous voulions vous féliciter en personne. Grace s'écarta sans dire un mot. Daniel se tenait dans la cuisine, remuant calmement son café. Il ne dit rien, mais hocha la tête poliment. Margaret flotta dans le salon, plaçant le cadeau sur la table. Nous avons regardé l'entrevue, dit-elle, jetant un coup d'œil à Daniel. Assez impressionnant. Vraiment. Je n'avais aucune idée que tu faisais tout ça. William intervint, s'éclaircissant la gorge, nous sommes en fait en train d'innover sur un nouveau développement à l'extérieur de Stanford, Premium Eco Homes. Il pourrait y avoir une synergie avec ta technologie Aquaview. C'est une phase précoce, mais nous pensions peut-être qu'une collaboration pourrait profiter aux deux parties, dit-il, le mot collaboration comme si cela venait de lui arriver spontanément, bien que Grace savait que son père ne faisait pas de spontanéité. Margaret se tourna vers sa fille avec un sourire doux qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Et maintenant que tu es marié, nous sommes une famille. N'est-ce pas ce qui compte? De l'eau a coulé sous les ponts, Grace regarda de visage en visage, leurs expressions soigneusement organisées, les voix trempées dans le sucre, les yeux observant Daniel plus qu'elle. Elle prit une lente inspiration, puis demanda doucement, et s'il n'était vraiment qu'un plombier, seriez-vous toujours là? Le silence qui suivit fut pesant. Chloé rit maladroitement, repoussant une mèche de cheveux de son épaule. Ne sois pas dramatique, Grace. Daniel s'avança, posant doucement sa tasse sur la table. Nous apprécions la visite, dit-il, d'un ton calme mais inflexible, mais nous ne nous associons pas avec des gens qui utilisent leur propre famille comme stratégie d'investissement. Aquaview a été construit sur la confiance, pas sur l'héritage. Ce n'est pas à vendre à ceux qui n'ont pas respecté les personnes qui l'ont créé. Les lèvres de William se pincèrent, mais il ne dit rien. Le regard de Margaret se fit plus perçant. Nous essayons de faire la paix, de tendre une branche d'olivier. Vous refuseriez ça? Grace croisa les bras. Vous n'êtes pas venu ici pour faire la paix. Vous êtes venu pour faire du profit. Il y eut une nouvelle pause, puis William fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe couleur crème. Dans ce cas, dit-il en la posant sur le comptoir, il y a une chose de plus. Daniel recula tandis que Grace la prenait, l'ouvrait et lisait le document à l'intérieur. C'était une déclaration légale, une demande formelle de renonciation volontaire à son nom sur tous les biens et fiducies de la famille Turner. Pas d'héritage, pas de terre, pas de revendication. La justification, rédigée dans un jargon juridique impeccable, afin de préserver l'intégrité de la marque et l'image publique au vu des affiliations récentes. Grace ne dit rien. Chloé baissa les yeux, évitant soudainement le regard de sa sœur. Vous êtes sérieux? Demanda Grace doucement. Nous avons pensé que vous apprécieriez la clarté, dit William. De cette façon, vous et votre mari pouvez continuer votre voyage libéré de notre ombre. Grace se dirigea vers le tiroir de la cuisine, sortit un stylo et, sans hésiter, signa son nom sur la dernière ligne. Elle lui rendit l'enveloppe. Maintenant, nous sommes vraiment libres. Margaret parut surprise. Tu ne veux même pas y réfléchir? Il n'y a rien à réfléchir, répondit Grace. Vous m'avez renié quand j'étais encombrante. Vous êtes revenu quand je suis devenu utile. Ce n'est pas de l'amour, c'est un levier. Daniel se plaça à ses côtés, sa présence stable dans le silence disait plus que n'importe quel argument. Chloé haussa légèrement les épaules, puis murmura, je suppose que c'est un adieu alors. Grace ne répondit pas alors que la porte se refermait derrière eux. Grace expira, elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait son souffle. C'était définitif maintenant, officiel. Elle avait renoncé à tout ce qui lui avait agité au-dessus de la tête pendant des années, approbation, argent, statut. Et le monde ne s'était pas effondré. En fait, l'appartement semblait plus léger. Daniel lui tendit la même tasse de café qu'il buvait à leur arrivée. Ça va? Elle sourit, un peu triste, un peu libre. Oui, en fait. Je crois que ça va enfin. Daniel l'embrassa sur le front. Tant mieux,
parce que maintenant c'est à nous de décider à quoi ressemble une famille, et cette fois ils la construiront selon leurs propres conditions. Le téléphone sonna juste après 2 heures du matin. Grace se retourna dans son lit, tâtonnant dans l'obscurité lorsque l'écran s'illumina avec un nom qu'elle n'avait pas vu depuis la dernière confrontation, Chloé. Son instinct fut d'ignorer, de laisser sonner comme tant d'appels du passé, mais quelque chose dans l'heure, dans le désespoir des vibrations répétées, la fit répondre. Grace ? La voix de Chloé traversa la ligne, faible et tremblante. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Grace se redressa, Daniel dormant toujours à ses côtés. Que s'est-il passé ? C'est Parker. Le FBI est venu à notre immeuble. Ils ont gelé nos comptes. Il est mis en accusation. Fraude sur les valeurs mobilières, fraude électronique. Je ne comprends même pas tout ça. Son avocat dit qu'il risque 10 ans. Ils ont pris nos voitures, Grace. Le bail de l'appartement est à son nom. Ils ont dit que j'avais 72 heures pour partir. Grace écouta dans un silence stupéfait. Je suis allé voir maman et papa, murmura Chloé. Ils ne veulent même pas me laisser rester à la maison du lac, ils ont dit que c'était trop public, trop de presse. Papa a dit que ça ternirait la famille. Ça leur ressemble tellement. Je n'ai nulle part où aller, dit Chloé. S'il te plaît, j'ai juste besoin d'un endroit pour penser, pour respirer. Je ne savais pas qui d'autre. La voix qui se moquait autrefois du mariage pathétique de Grace sonnait maintenant comme un enfant qui avait perdu pied dans une tempête. Grace jeta un coup d'œil à Daniel, maintenant réveillé et la regardant. Il ne dit rien, mais fit un petit signe de tête compréhensif. Tu peux rester ici, dit Grace doucement. Le lendemain matin, Chloé arriva avec une seule valise et des lunettes noires, comme si elle essayait encore de se protéger du regard d'un monde qui s'était déjà détourné. Ses talons claquèrent doucement sur le sol de l'appartement, déplacé dans une maison qui n'était pas mise en scène, pas manucurée, juste réelle. Elle ne pleura pas, pas encore. Elle s'assit simplement tranquillement au bord du lit de la chambre d'amis pendant que Grace lui versait un verre d'eau. Merci, murmura Chloé, baissant les yeux. Grace se contenta de hocher la tête. Repose-toi un peu. Pendant 2 jours, Chloé parla à peine. Elle se déplaçait comme un fantôme, polie, calme, incertaine. Elle proposa d'aider à nettoyer, à cuisiner, même si elle ne savait pas où se trouvait quoi que ce soit. Grace la laissa faire. Daniel ne s'immisça pas. Le 3e soir, Grace rentra du travail plus tôt que prévu et passa devant la chambre d'amis, où la porte était légèrement entr'ouverte. Chloé était au téléphone, sa voix basse mais ferme. « Oui, maman. Je fais ce que tu as dit. Il m'aime bien. Il est gentil. Je peux inverser la tendance. Si je peux juste obtenir que Daniel se porte garant pour moi, les gens oublieront tout ça. C'est le chouchou des médias maintenant, n'est-ce pas? MIT, les nouvelles nationales. S'il dit que je suis de la famille, on gagne le récit. » Il y eut une pause, puis la voix de Chloé baissa encore. Non, elle ne se doute de rien. Elle pense toujours que je suis ici parce que j'ai besoin d'elle. Grace ne broncha pas. Elle s'éloigna discrètement avant la fin de l'appel, son cœur sombrant non pas sous le choc, mais par reconnaissance. Chloé n'avait pas changé, ou peut-être que si, mais pas de la manière qui comptait. Ce soir-là, Grace attendit que la vaisselle soit faite, que Daniel soit sorti pour répondre à un appel professionnel. Elle entra dans la chambre d'amis où Chloé était assise en train de lire un vieux magazine. « Combien de temps comptais-tu jouer le rôle » demanda Grace doucement. Chloé leva les yeux, surprise. « Quoi ? » J'ai entendu l'appel téléphonique, dit Grace. Tu as dit à maman que tu utiliserais Daniel. Tu as dit que je ne me doutais de rien. Le visage de Chloé pâlit. Je t'ai laissé rester ici parce que je pensais que tu avais besoin d'une sœur, continua Grace, mais maintenant je me demande, es-tu venu parce que tu avais besoin de moi, ou parce que tu avais besoin de ce que tu pensais que je pouvais te donner? Il y eut un long silence. Les lèvres de Chloé tremblaient. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Et puis, pour la première fois depuis son arrivée, elle pleura, pas les larmes de façade qui accompagnent les excuses et la manipulation, mais des sanglots profonds et déchirants qui secouèrent ses épaules et la courbèrent sur la chaise. « Je ne sais plus qui je suis, » dit-elle en sanglotant. Quand Parker a été arrêté, je n'ai même pas pensé à lui. J'ai pensé à l'image que ça donnait, à l'image que ça me donnait.
C'est à ce point que je suis perdu. Grace resta là, les bras croisés, pas froide, mais stable. J'ai tout construit autour des apparences, continua Chloé, la voix éteinte. Homme parfait, appartement parfait, réputation parfaite. Et maintenant? Maintenant, tout ce que j'ai, c'est une valise et une sœur dont je me suis moqué. Grace s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. Tu as plus que ça, dit-elle doucement, mais seulement si tu veux vraiment recommencer à zéro. Pas pour les gros titres, pas pour l'approbation de maman. Chloé la regarda, du mascara coulant sur ses joues. Tu m'aiderais encore? Grace hocha la tête une fois. Je ne suis pas comme eux, et toi non plus. Si tu ne veux pas l'être. Ce fut un petit moment, mais dans ce silence, quelque chose changea. Pas complètement guéri, pas effacé, mais peut-être, juste peut-être, quelque chose de réel avait commencé. Cela commença avec un titre discrètement caché dans la section économique, un lanceur d'alerte soulève des questions sur le Turner Development Group. Au début, cela passa inaperçu. William Turner avait survécu à pire, fluctuations du marché, différents de zonage, même rumeurs de tabloïds. Mais cette fois, c'était différent. En quelques jours, les régulateurs de l'État lancèrent une enquête officielle sur la dernière station Ecolux de William. Des questions furent soulevées sur le financement offshore, les sociétés écrans utilisées pour obtenir des permis favorables et les acquisitions de terrains suspects. Des documents firent surface, courriels, virements électroniques, incohérences dans les dépôts. Le nom Turner, longtemps considéré comme un pilier de prestige dans l'immobilier du Connecticut, commença à se fracturer en public. Puis vinrent les retombées caritatives. Margaret Turner, autrefois saluée comme la première dame des dons durables, fut discrètement retirée du conseil d'administration de la fondation Helmsworth. Pas de conférence de presse, pas de gala d'adieu, juste une déclaration publique fade citant des différences philosophiques et un désir de maintenir une clarté éthique. Mais tout le monde comprit le sous-texte, ce n'était pas seulement que les Turner perdaient de l'influence, c'était que plus personne ne les protégeait. Grace lut chaque titre avec un calme complexe. Elle ne célébra pas, elle ne jubila pas. La douleur que sa famille avait causée ne disparut pas simplement parce que les conséquences étaient arrivées. Mais alors que les murs de silence et de prétention s'effondraient autour du domaine Turner, quelque chose en elle se détendit, non pas par vengeance, mais par libération. Un soir, Chloé s'assit à côté d'elle sur les marches de leur modeste appartement avec jardin. L'air sentait la pluie. Ils vendent Bacon Hill, dit Chloé. Grace se tourna sérieusement. Chloé hocha la tête. Papa a appelé hier. Les impôts fonciers augmentent, les factures d'avocats s'accumulent. Ils doivent s'en débarrasser. Cette maison était leur trophée. Chloé laissa échapper un rire doux et fatigué. Je sais que c'est étrange. Je pensais que Jean serait dévasté, mais tout ce que j'ai ressenti, c'était du calme, comme si quelqu'un avait enfin coupé le bruit. Grace hésita. Est-ce qu'ils partagent la vente? Ils l'ont proposé, dit Chloé, et j'ai refusé. Grace cligna des yeux. Tu quoi? Chloé regarda sa sœur avec des yeux fermes. On m'a appris à penser que la richesse était un bouclier, que si on en avait assez, rien ne pouvait nous toucher. Mais je ne me suis jamais senti aussi pauvre que lorsque j'avais tout sauf la paix. Grace ne dit rien pendant un moment, puis elle tendit la main et posa sa main sur celle de sa sœur. Plus besoin de mots. À l'intérieur, Daniel regardait les informations du soir lorsque Grace entra. Il coupa le son de la télévision alors qu'elle s'asseyait à côté de lui. Ils perdent la maison, dit-elle, et tout ce qu'elle représente. Daniel hocha lentement la tête. J'ai entendu dire que les investisseurs se retiraient aussi. Tout s'effondre. Grace le regarda, scrutant son visage. Qu'est-ce que tu ressens à ce sujet? Il réfléchit un instant, puis dit doucement, je ne suis pas heureux, Grace. Je n'aime pas voir qui que ce soit perdre ce qu'il a construit, même s'il n'a jamais valorisé ce qui comptait vraiment. Elle attendit, sentant qu'il y avait plus. Mais je suis en paix, continua-t-il, parce que tu n'es pas là à attendre qu'il te reprenne. Tu as déjà avancé. Grace s'appuya contre son épaule, sentant le poids de ses années efforts, le rejet, la douleur de ne pas être assez estompée en quelque chose de plus petit, de gérable, voire de pardonnable. Ils ont passé toute leur vie à construire un nom, murmura-t-elle. Et toi, tu as construit une vie, répondit-il. Et pour la première fois dans l'héritage de la famille Turner, c'était le meilleur investissement.
Le jour où Aquaview fut lancé à l'échelle nationale, Grace se tenait aux côtés de Daniel devant un auditorium bondé à Chicago. Derrière eux, le logo qu'ils avaient dessiné sur une serviette il y a 2 ans brillait maintenant sur un écran LED. Des ingénieurs, des fonctionnaires de la ville, des chefs de file environnementaux s'étaient tous réunis non seulement pour voir un nouveau produit, mais pour assister à l'avenir de l'infrastructure de l'eau. Daniel s'avança en premier, parlant avec l'autorité tranquille qu'il avait toujours. Il expliqua comment le système de réseau d'Aquaview pouvait économiser des milliards de gallons d'eau par an, restaurer les tuyaux en décomposition à travers le centre de l'Amérique et apporter une infrastructure abordable et intelligente aux quartiers qui avaient été négligés pendant des décennies. Quand il eut terminé, les applaudissements furent longs et nourris. Plus tard ce mois-là, Grace reçut une invitation qu'elle n'avait jamais prévue, une offre de parler lors d'un événement TEDx à New York. Le thème était « Redéfinir la valeur personnelle dans un monde obsédé par le statut ». Elle monta sur scène dans une simple robe bleu marine, pas de marque de créateur, pas de styliste personnel, juste sa voix. Elle parla de ce que c'était que d'être élevée dans une famille où l'amour était conditionnel, où la valeur était mesurée par l'optique, pas par la vérité. Et elle raconta comment elle avait failli les croire, jusqu'à ce que quelqu'un lui montre une autre voie. « Je n'ai pas épousé un plombier », dit-elle dans sa conclusion. « J'ai épousé un homme qui comprenait comment les systèmes se brisent, et comment les réparer, y compris ceux à l'intérieur des familles. » La vidéo devint virale en quelques jours, mais ce n'était pas le moment le plus significatif. Cela vint un dimanche tranquille lorsqu'elle et Daniel dévoilèrent quelque chose de petit et de profondément personnel, un fonds de bourse pour les étudiants à faible revenu poursuivant des études d'ingénierie et des métiers techniques. Ils l'appelèrent la Fondation Robert Reed. Lorsqu'on lui demanda le nom, Grace sourit et dit « Parce qu'un homme qui s'est présenté quand il le fallait a tout changé ». Chloé aida à organiser la première collecte de fonds de la Fondation, n'étant plus la mondaine parfaitement soignée. Elle avait troqué les talons contre des chaussures plates, les pochettes de créateurs contre des sacs à bandoulière pratiques. Elle travaillait maintenant comme coordonnatrice de programme pour une organisation à but non lucratif locale, aidant les mères célibataires à acquérir des compétences professionnelles. Son sourire avait changé, il ne demandait plus à être admiré. Leurs vies avancèrent doucement, pas avec la fanfare de la fortune ou de la célébrité, mais avec du sens. Et puis, un après-midi ensoleillé au début du printemps, Grace et Daniel organisèrent le 2e anniversaire de leur fille dans le jardin, des ballons, un gâteau modeste, des chaises pliantes sur la pelouse, rien de grandiose. À mi-chemin de la fête, une voiture familière s'arrêta. Grace se tourna depuis la table de pique-nique alors que Margaret et William sortaient lentement, vêtus proprement mais pas extravagamment. William tenait une boîte enveloppée dans du papier recyclé, Margaret portait un livre pour enfants. Pendant un moment, personne ne parla. Puis William dit, « Nous n'attendons rien, Grace, mais nous voulions être ici, si c'est d'accord. » Grace étudia leur visage. Il y avait encore de la fierté là, oui, mais atténuée, plus calme, comme si quelque chose s'était adouci qui refusait autrefois de plier. Ils s'approchèrent lentement. Margaret s'agenouilla à côté de sa petite fille, qui serrait un tournevis jouet et portait un casque de chantier en plastique. L'enfant gloussa. William sourit. Plus tard, alors que le gâteau était distribué, Margaret se tenait à côté de Grace et dit, presque en chuchotant, « Nous sommes fiers de toi, Grace. De vous deux. » Grace regarda sa mère pendant un long moment. Elle ne ressentait pas de colère, elle ne ressentait pas de triomphe, juste de la paix. Elle fit un petit sourire. « Merci, » dit-elle, puis après une pause, elle ajouta, « Mais la vérité est que je n'en ai plus besoin. » Pas par amertume, pas comme une arme, mais comme une vérité acquise avec le temps. Ce soir-là, après que les invités furent partis et que les étoiles clignotèrent tranquillement au-dessus de la maison, Grace se tint aux côtés de Daniel sur le porche, regardant leur fille chasser les lucioles à travers l'herbe. « C'est notre héritage, » dit-il, sa voix basse. Grace hocha la tête. « Et cette fois, c'est le genre que nous choisissons. » Alors, l'homme autrefois moqué pour être plombier s'avéra être celui qui porta le nom Turner dans les gros titres, mais pas comme il l'avait prévu. Et Grace, la fille pour qui personne ne s'était présenté le jour de son mariage, prouva que la vraie valeur ne se mesure pas en applaudissements ou en héritage, elle se mesure à ce que nous sommes après avoir été rejetés, elle se mesure à la façon dont nous construisons une vie non pas à partir de la validation, mais à partir de valeurs. Ce n'était pas seulement une histoire de réputation, c'était une histoire de choix, le choix d'aimer au lieu de manipuler, de pardonner au lieu de ressentir, de recommencer à zéro avec rien d'autre que ses 2 mains et un cœur stable.
Si une partie de cette histoire vous a semblé familière, si vous avez déjà été sous-estimé, abandonné ou avez dû vous battre pour définir votre propre valeur, je veux l'entendre. Et si vous croyez que les bonnes personnes méritent toujours de bonnes fins, que la force tranquille compte toujours dans ce monde bruyant, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'ici nous racontons des histoires qui ne vous émeuvent pas seulement, elles vous rappellent qui vous êtes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous resterez pour le prochain voyage aussi.